Elisabeth Barillet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage qui est sorti récemment chez Gallimard, Heureux parmi les morts. Alors évidemment, il est question de la mort, c'est une évidence, mais j'aurais aimé savoir quel était votre rapport, même si on peut évidemment le deviner entre les lignes du roman, mais vous posez de but en blanc la question sur votre rapport à la mort, quel est-il personnellement? C'est très très bien de me le demander parce que personne ne me le demande, ce qui est marrant, ce qui en dit long aussi sur justement le rapport que chacun entretient avec la mort. C'est une question qu'on m'a jamais posée, qui est pourtant fondamentale. Moi quand j'avais 10-11 ans, je savais déjà que j'allais mourir un jour, c'est très tôt pour le savoir, et j'avais des véritables crises d'angoisse, c'est-à-dire des trucs qui m'empêchaient de dormir la nuit, enfin c'était assez effrayant. Je pouvais rester comme ça des heures sans bouger, sans rien faire, quand j'avais pas école. Et ma mère me disait, bah, va jouer. C'était encore l'époque où les petites filles avaient des poupées. Elle me dit, bah, va jouer avec tes poupées. Et je lui disais, bah, enfin, quoi bon, puisque je vais mourir. Donc il y a eu ça très 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 puissant en moi. Et puis donc l'autre force qui s'est agrégée, bah, puisque tu vas mourir, autant faire en sorte de ne pas trop rater ce que tu vas vivre. Donc c'était vraiment les deux pulsions, quoi. Une angoisse totale, pas tellement liée à la mort, mais plutôt au principe de néant. D'inconnu Hein, pas d'inconnu, de néant, c'est-à-dire qu'un jour, le je qui pense, qui ne sera plus là, alors, et pour l'éternité. J'allais à la messe à l'époque, et pour des siècles et des siècles, ça, c'est des notions qui me donnaient le vertige et m'angoissaient. Et puis donc la pulsion de vie. Bon, aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, j'ai beaucoup moins peur, mais ça c'est justement l'apprentissage de la vie où on bâtit des armes, des forteresses, des illusions, tout ce qu'on veut. Enfin, donc j'ai un rapport, je dirais, beaucoup plus serein par rapport à ça. Parce que déjà, j'ai bâti une vie qui me semble assez conforme, pour l'essentiel, à mes désirs d'adolescente ou d'enfance. Donc ça aide aussi. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir trop glandé dans mes idéaux. Alors voilà, donc il y a ces deux pulsions d'angoisse et de vie que j'ai voulu traduire, et puis ça s'est aggloméré autour d'une image assez forte. Quand j'ai perdu ma mère, il y a quelques années, elle n'était pas très vieille, j'avais une mère qui était plutôt suicidaire, donc elle s'est aussi hantée par, assez noire, je dirais, qui pouvait m'envoyer pour mon anniversaire une carte postale représentant Sainte-Marie-Madeleine, contemplant un crâne par exemple. C'était un peu le genre, donc j'étais allaitée par un lait un peu noir, si je puis dire. Ça compte aussi. Et donc quand ma mère est morte, la thanatopractrice qui s'est occupée d'elle, dans la morgue, enfin plutôt dans le funérarium, quand elle nous a reçus, mon père, ma soeur et moi, ça c'est vraiment l'archétype de Demi, c'est vraiment le modèle. Hein. Une fille comme ça, un peu garçon manqué, menue, pas très grande, et sous sa blouse blanche, il y avait des bottes de moto. Et là, c'est là, quand vous êtes romancier, même si votre mère est à côté dans sa bière, parce que ma mère est orthodoxe, donc elle était déjà mise dans la bière, avec le prêtre, enfin le pope. Et quand vous êtes romancier, il y a toujours un coin du cerveau qui regarde autre chose. Qui enregistre des détails. Et je me suis dit, des bottes de moto, donc la vie, elle passe sa journée parmi les morts, mais après elle reprend la vie. Voilà, et autour de ces trois éléments autour desquels j'ai commencé à réfléchir, mais encore une fois, le roman c'est tellement un processus d'élaboration inconsciente, c'est très difficile de le découper d'une façon consciente. Enfin, c'est un peu ça. Et alors, au sujet des personnages qui sont nombreux, hein, Basile, Luc, Nelly, Ezzo, Rolio, Yann, Demi, Géa, Jackie, enfin, il y a beaucoup de personnages. J'ai cité ça rapidement. J'ai l'impression qu'ils ont tous une part de médiocrité et tous une part de transcendance. Est-ce que je lis juste? Peut-être comme tout à chacun, hein, en fait. Comme tout à chacun.
Non, ce qui m'a amusé, c'est la première fois où j'ai tant de personnages, et en même temps, ils étaient tous nécessaires dans mon petit théâtre, si je puis dire. Oui, bah, je sais pas, moi, les personnages qui m'intéressent d'une manière générale, soit au cinéma, soit dans la littérature, ou les personnages dans la vie réelle qui m'intéressent, m'attirent, c'est des personnages qui sont plutôt tout en ombre, hein, en contraste. Donc, le désir de transcendance, même peut-être les chats ou les chiens l'ont. Je pense qu'à partir du moment où on est incarné sur cette drôle de chose qu'est la Terre, à partir du moment où on subit cette drôle de métamorphose du néant à une forme, bah, je pense qu'il y a quand même un désir de se dire bah, d'où on vient, voilà, profondeur, avec les mesquineries qui sont celles de notre humaine condition. Et alors, ce qui est intéressant aussi par le biais de ces personnages, c'est qu'il y a une analyse sociale. Et est-ce que vous pensez qu'on est prisonnier de sa classe sociale ou qu'on peut ou qu'on l'a toujours derrière soi, ou au-dessus de soi? Non, moi je pense qu'on est absolument déterminé par notre berceau social. C'est évident. D'ailleurs, à un moment, je crois que c'est Basile le couturier qui dit la première chance, c'est celle de la naissance. C'est vrai que quand on sait cela, on est plus tolérant avec soi-même. C'est-à-dire que si on glandouille, ou parfois, on a parfois de bonnes raisons, donc la prisonnière de la classe sociale, moi c'était amusant parce que dans ma famille, il y avait vraiment les deux versants. C'est-à-dire du côté de mon père, c'était plutôt des paysans, hein, avec d'autres. Quand j'allais en vacances chez eux, c'était des gens qui sympathiques mais plutôt simples. Et du côté de ma mère, qui est donc russe, c'était plutôt de la grande bourgeoisie russe, des Russes blancs. Avec, bon, évidemment, c'est très réduit puisque mon grand-père avait fui les bolcheviks en 1918, mais avec beaucoup de raffinement, avec des très beaux objets. Donc ça, c'était déjà bizarre. Donc moi-même, je me sentais un peu entre les deux. Hein, c'était marrant. Tiraillé comme ça. Donc pour répondre à vos questions, bah, moi je pense qu'il y a tous les cas, mais une classe sociale, je pense qu'on peut en faire... j'ai envie de dire que quand on démarre de bas, on peut monter un peu plus haut. Enfin ça c'est n'entendez pas ça plus haut en tout cas. Plus de sophistication. Oui. Moi j'ai remarqué qu'il y a des fils à papa, mais qui sont des vrais des méduses, quoi, parce qu'ils n'ont rien non plus. Il n'y a pas de défi. Voilà, donc. Mais après, on est prisonnier d'un tellement de choses. Que la classe sociale, c'est qu'un des. Cage de plus. Une des cages. C'est la plus apparente, peut-être. C'est pas la seule.